Radio Jojo à l'appareil, la star, c'est le livre. On vous parle aujourd'hui des combattants de l'Empire, les troupes coloniales dans la Grande Guerre. Donc c'est un livre qui a été écrit sous la direction de Philippe Buton et Marc Michel. Je vais vous présenter les auteurs, mais voilà, c'est un collectif d'auteurs qui a écrit ça. Que des historiens de métier quasiment. C'est un livre qui fait 360 pages à peu près, qui a été publié en 2018, si je lis bien. Voilà, donc aux éditions, dans la collection chronique aux éditions Vendémiaire. Et c'est un livre qui traite de les tirailleurs sénégalais. Donc, et on va voir en fait, les troupes de l'Empire colonial, si on doit parler ça, c'est ça. C'est les troupes coloniales dans la Grande Guerre. Donc c'est le sous-titre est bon, combattants de l'Empire. Et on va parler ça va parler de ça autour de 14-18, de comment ça a été utilisé, les différentes troupes de tout l'Empire, et avec voilà, un peu d'avant, un peu d'après, du contexte, des utilisations tactiques, tout. Et on va aussi un peu comparer à droite à gauche avec les autres modèles qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire ce qu'a fait l'Angleterre et les États-Unis, comment ils géraient ça, les Italiens, les Belges, et un peu les Allemands. Voilà. Bon, alors je reviens sur les auteurs, hein. J'ai donné les deux directeurs de thèse, là. Enfin, de thèse, c'est pas une thèse, mais les deux directeurs. Je vous le disais, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 20 mecs qui ont participé, hein, dont des étrangers, hein. Richard S. Fogarty, maître de conférence à l'Université d'État de New York, par exemple. Ou Czech Sako, qui est un historien, je sais pas, il n'y a pas écrit, nanana, professeur d'anglais, voilà. Il est donc il y a aussi plein de français, ça vient de tout, un peu partout. C'est des mecs qui ont écrit des livres, beaucoup. Il y en a, c'est Antoine Chapeau, lieutenant-colonel d'infanterie, professeur. Sinon, il y a Philippe Buton, donc professeur agrégé, docteur en histoire pour monsieur Michael Bourlet, François Cochet, professeur émérite en histoire contemporaine en Lorraine. Voilà, donc il y a un peu de tout. Ils sont une vingtaine, hein. Donc c'est un collectif. C'est très important de se dire ça parce qu'en fait, ça permet, voilà, ils mettent je dirais, en perspective leurs connaissances, ils les croisent. Et donc, c'est des livres qui sont assez intéressants à lire, hein, de ce point de vue-là. Et on va voir ce qu'ils racontent. Alors pourquoi lire ce livre? Tout simplement parce que, vous l'aurez compris, ça va être classé dans les tabous de l'histoire. Pourquoi lire ce livre? Parce que euh, il y a eu le film Tirailleurs là, qui est sorti, donc qui se déroule à cette époque et qui traite de ça. Ça, c'est un livre que j'ai depuis quelques temps, que j'avais pas eu le temps de lire, mais c'est vrai qu'en voyant le film Tirailleurs sortir avec Omar Sy, ça m'a donné envie de le lire et ça m'a donné aussi envie de, comment dire, de parler de ça parce que c'est un tabou de l'histoire et c'est un tabou de l'histoire à de multiples égards et c'est ça qui est intéressant dans ce sujet, c'est que bon, c'est un tabou de l'histoire dans le sens où c'est vrai que on peut pas dire que l'apport des troupes coloniales dans la Grande Guerre est mis en avant. Donc bon, ça on en reparlera après, hein. Ils en parlent dans le livre au niveau de l'éducation nationale, tout ça, bon voilà. Et c'est en train de devenir aussi un tabou en sens inverse, c'est-à-dire que les gens qui veulent faire revivre la mémoire de ce truc-là, et à travers le film Tirailleurs, moi je l'ai pas vu le film, mais le synopsis, je pense qu'il représente bien ça, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une espèce d'histoire formelle des troupes coloniales dans la Grande Guerre, et en faisant comme si, déjà, un des premiers points, comme si la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, c'était la même chose, ce qui n'est pas le cas. Il faut bien l'avoir en tête, notamment pour ces troupes-là. Et aussi comme s'il y a toujours, en fait, toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes cases à cocher. Voilà, l'enrôlement de force, l'envoi sur la première ligne, tout ça. Et en fait, si on commence aujourd'hui, on est en train de voir, on est en train de bâtir quelque chose qui a une vision, je dirais, qui est fantasmée et qui ne représente pas forcément la réalité historique et qui va devenir au fil du temps, qui est déjà pas mal comme ça, c'est-à-dire plus ou moins ancré comme une réalité dans les têtes des gens. Et donc ça aussi, en fait, le tabou, hein, c'est parfois de parler des sujets qu'on ne peut pas aborder. Et ça, je vous renvoie à mes vidéos sur le GIF, par exemple. Mais c'est aussi parler de sujets sur lesquels, en fait, la vérité historique n'est pas forcément
en égale à la vérité fantasmée par les gens ou je dirais publique. Hein. Et, euh, et donc c'était intéressant voilà, je trouve en tout cas que c'est intéressant d'aborder ce sujet-là pour la Grande Guerre en ce qui concerne les troupes coloniales. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est de comprendre pourquoi on a créé une armée. Donc, dans le livre, il l'appelle la force noire, mais ça dépasse hein, ce cadre. Parce qu'en fait, les premiers en France, hein, sur l'empire colonial français, les premières nécessités qu'on va dire, de contractualiser des, des soldats autochtones, ça va venir d'Asie. Hein. Ça va venir d'Asie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce contexte de colonisation, après, il fallait maintenir un peu la domination qui était en place, et donc il y avait besoin d'une armée. Et, euh, et c'est comme ça que ça va faire son chemin. Et ce qui va vraiment être déclencheur, c'est la loi de 1900 qui va instituer l'armée, qui va permettre de constituer une armée, je dirais, faite de soldats locaux dans les colonies. Ça, ça ils ont mis 20 ans de négociation pour faire cette loi-là. Donc c'était un sujet qui était débattu. Il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord, des gens qui n'étaient pas d'accord. Voilà, utiliser des autochtones pour les rentrer dans l'armée française, dans une armée régulière, une armée de métier, c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien vu. Euh, donc globalement, il y avait un gros débat autour de ça euh, pendant cette expansion. Hein, voilà, parce que donc depuis 1880 jusqu'à 1900. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une expédition en Tunisie en 1881 et on avait dû ponctionner des troupes métropolitaines pour pouvoir la réaliser, ce qui n'était pas du tout dans les mœurs. Là, normalement, en fait, dans les colonies, c'était des Français, on va dire, là, on va devoir parler un peu en mode race, mais blancs, quoi, des Français, qui allaient là-bas et qui s'engageaient pour faire, ou alors des gens qui faisaient leur service et qui avaient 24 mois, je crois, un an ou deux, là, de, comment dire, de temps à l'étranger, hein, qu'ils devaient réaliser à l'étranger en colonie. Et donc en 1880, pour l'expédition de Tunisie, on a dû faire venir des troupes régulières françaises, locales, engagées sur plusieurs années pour aider. Et ça a nourri ce débat-là. Et au bout de 20 ans, donc 20 ans de débat, c'est pas rien, ça a réussi à éclore et à être fait dans une loi. Il faut voir aussi qu'au même moment, en fait, en 1900, quand il y a eu cette loi-là, on a transféré les charges des dépenses de civils et de gendarmerie de la métropole vers les colonies. Donc évidemment, dans les colonies, les mecs, leur compte de résultat, c'était plus le même, et se dire, ah bah tiens, un soldat autochtone, je vais le payer quand même moins qu'un Français, 25% de moins. Et donc c'est là que c'est né. Et ça, c'est parti de l'Asie. Et après, on a commencé à se dire, bon, bah, on peut le déployer ailleurs. Il y avait aussi des concurrences entre chacun. Hein, le pôle asiatique, le pôle africain, le ministère de la Marine qui détenait comment dire, une certaine autorité sur les troupes coloniales, et puis le ministère de la guerre qui voulait lui aussi avoir ses propres forces. Donc tout ça, voilà, c'est du débat un peu compliqué. En fait, ce que nous disent les auteurs, l'idée qu'il y a à retenir, c'est qu'en fait, au fond, le projet de Force Noire, en fait, il traduit le souhait d'une démilitarisation progressive de la métropole et une espèce d'utopie hein, qui est de voir l'Afrique compenser aux besoins militaires. Et attention, là, quand je parle aux besoins militaires, c'est local, c'est-à-dire en colonie. Donc compenser, en fait, en devenant, si nécessaire, une armée de métier. Et derrière cette idée, pour ceux qui auront bien suivi, il y a aussi cette idée comment dire, de rencontre avec la civilisation, de républicaniser, hein, de faire évoluer les populations autochtones colonisées hein, vers l'idéal républicain universaliste français. Et je pense qu'on remettra sûrement la phrase de Jules Ferry, là, les nations supérieures vers les peuples inférieurs, tout ça. Bon, il y a aussi, c'est cette période-là, hein, c'est ces idées-là hein, qui sont derrière. Donc, ça répondait en fait, la création de la Force Noire, par exemple, ça répondait, et de l'armée jaune, comme ils appellent ça répondait à plein de problématiques en même temps. Mais il y a eu un long débat par rapport à ça, parce que ça faisait pas l'unanimité dans le milieu militaire notamment. Donc, dans le livre, il y a un personnage récurrent qui est mentionné quasiment à travers tout le livre,
qui est un acteur très important de l'émergence de cette force noire, c'est le général Charles Mangin. Donc c'est un mec qui est né en 1866 et qui est mort à Paris en 1925, officier supérieur français. Donc il a eu ses heures de gloire pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, en 1910, en 1910, il a écrit un ouvrage, La Force Noire, qui promeut en fait la création d'une armée de soldats africains. Donc attention, Mangin, c'est pas un Mongolien, hein. C'est un mec qui a inventé par exemple le feu roulant pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est quelqu'un aussi qui était général. Je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais voilà, il était général. Et c'est un mec qui a fait beaucoup polémique en promouvant la Force Noire. Et ça lui venait en fait du fait qu'il a séjourné en Asie de 1901 à 1904 et qu'il a été général sur différents théâtres d'opération en Afrique. Et donc lui, en fait, il connaissait bien le sujet et donc il a poussé énormément pour que ce soit réalisé. Alors il est classé à l'extrême droite hein, pour différentes raisons. Alors une des premières raisons, c'est parce que c'est un chef de guerre forte tête hein, qui a été mal vu par l'état-major. Meneur d'hommes. Voilà, par exemple, c'est un mec qui est en poste sur Verdun à partir de 1916, donc la grosse bataille de la Première Guerre mondiale, et il va reprendre le fort de Douaumont. Voilà, donc ceux qui connaissent un peu la Première Guerre mondiale, c'est vraiment le coin où ça s'est bagarré de manière dramatiquement violente. Et lui, il est un acteur très important hein, de ces périodes-là. Donc c'est un vrai soldat, c'est quelqu'un voilà, qui était mal vu parce que il était un petit peu, je dirais, hors classe, quoi. Il était un peu, il faisait son, voilà, il faisait son chemin en fait. Donc c'est sûr que il avait des idées parfois qui pouvaient choquer. Et donc dans les idées qui pouvaient choquer, il y avait cette utilisation de la force noire. Et dans ce livre, en fait, il affine un concept de race guerrière hein, par des qualités physiques, physiologiques et sociales. Euh, et selon Mangin, ça permettrait tout ça, une intégration facile dans l'armée. Hein. Alors, faut voir qu'il a eu des opposants, notamment un député des colonies Diagne, son prénom m'échappe, là, qu'on l'a qualifié de broyeur de noir. Mais faut voir que Mangin, avant d'être qualifié broyeur de noir, il a aussi été qualifié boucher des blancs, hein, à cause de Verdun. Donc c'est un mec qui a vendu l'utilisation de la force noire, la création de la force noire pendant des années, et comment c'est venu sur le devant de la scène, comment il a été un peu mis en avant là-dedans. Donc il y a son livre évidemment, mais ce livre a été repris ensuite par ce qu'on appelle le parti colonial, donc c'est les gens qui utilisaient, enfin qui soutenaient le développement colonial français, et donc il va beaucoup être voilà, et devenir une figure de proue. Donc c'est un personnage important de cette période-là qui revient beaucoup dans le livre. Euh, et, euh, et à la fin de sa vie, il avait, donc avant 25, là, il avait de nouvelles théories sur le conflit avec une armée aussi blanche que noire et en plus grand nombre. Voilà. Ses positions sur la force noire avaient renforcé ses sympathies dans les milieux extra-coloniaux, bien sûr. Voilà. Et donc c'est un mec qui ici au départ, il était un peu, comment dire, il, il avait une vision un peu réductrice hein, des capacités des indigènes, comme on appelle ça. À la fin, il va soutenir la promotion des indigènes. Enfin voilà, en fait, il avait vraiment une vision pragmatique des choses, avec une teinte racialo, je dirais raciale, quoi, bon, qui est aujourd'hui très mal vue et donc classé extrême droite. Mais bon, il fallait en parler parce que c'est un personnage central hein, de tout ce qui va se faire autour de la Force Noire. C'est son premier promoteur, ce monsieur. Si on rentre dans le vif du sujet, on peut commencer par parler des chiffres. Donc les chiffres sur la Force Noire. C'est 30 000 tirailleurs qui sont stationnés en Afrique en 14, avec 9 000 engagés en France, hein, quand la guerre commence. Et ensuite, au fur et à mesure que la guerre s'intensifie et que le nombre d'hommes est croissant, hein, je laisserai aller voir les gens si vous voulez, il y a des fiches Wikipédia très bien faites pour ça. On se termine en 18 avec 160 000 tirailleurs, dont 135 000 engagés en France. Voilà. Premier contingent, c'est les Maliens, 40 000, 30 000 Burkinabés, 30 000 Guinéens, 22 000 Ivoiriens, 22 000 Sénégalais, 17 000 Tchadiens, 10 000 Béninois. Voilà, ça c'est les gros contingents. En ce qui concerne l'Union indo-chinoise, donc là le secteur asiatique, hein, parce que comme voilà,
Ça traite pas que de la force noire. Euh, L'Union indochinoise, elle comptait 24 000 soldats et 29 000 réservistes en 1914. Donc à ce moment-là, c'était le premier groupe d'armées coloniales. Voilà, et donc aussi, pour que ce soit très clair, hein, dans tous les chiffres que je vous donne, il y a aussi des Européens. Par exemple, sur l'Union indochinoise, il y avait 10 500 Européens. Voilà. Donc faut voir que dans les chiffres qu'on donne, dans les tirailleurs, il n'y a pas que des... Bon, c'est une très grande majorité, évidemment, mais il n'y a pas que des Africains ou que des Asiatiques. Alors, globalement, sur tous les gens, hein, tous les soldats de la force noire qui vont être incorporés à l'armée, majoritairement, très largement, c'est des engagés. Donc là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur tirailleurs, mais par exemple, présenter le fils d'Omar Sy qui est enrôlé de force, donc ça a existé, hein. Il y a eu des gens qui ont été enrôlés de force, ça a existé, mais ce que je veux dire, c'est présenter ça dans le film, quelque part c'est malhonnête parce que ça représente pas la réalité. La réalité, c'est que les gens, ils s'engageaient, hein. Ils étaient appelés, ils s'engageaient, et on verra un petit peu après pourquoi ils s'engageaient. Dans les bataillons, on va le rappeler, quand ils ont été utilisés en France, pour continuer de parler de chiffres purs, faut voir qu'en fait, il y avait toujours au moins 10% de blancs. On a fait, ça on en parlera après, mais en France, on a fait que des bataillons mixtes, ça n'existait pas. Les bataillons que des noirs, et ça n'existait pas. Donc voilà, il y a toujours une 10% de blanc dedans. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, oui, donc c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Et si on passe aux pertes, première chose qu'il faut savoir, c'est que la France, vu le drame que c'était, elle n'a pas cherché à chiffrer correctement le bilan humain de la Grande Guerre. Ça, tout périmètre confondu. Donc les tirailleurs dedans. Et en fait, notamment parce qu'en fait, on ne classait pas les soldats de par leur couleur de peau ou leur origine géographique, mais on les classait par grade uniquement. Et donc, il y avait des gradés un peu dans tout, hein. On le verra après aussi. Il y a des gens qui ont fait carrière, qui sont devenus des encadrants, hein. Donc c'était difficile de savoir exactement combien de... Si on doit dire les choses trivialement, combien d'Africains sont morts, sont tombés, c'est difficile. Il y a les 10% de blancs par bataillon au minimum qui étaient aussi dedans. Donc voilà, tout ça, c'était très difficile d'évaluer. Et notamment sur le front, alors ça a été mal enregistré en général. Donc c'est difficile d'évaluer. Maintenant, si on doit considérer au global les choses, ce qu'on peut se dire, c'est que notamment les coloniaux, évidemment, d'Afrique, ils étaient très sensibles aux maladies. Et donc, il y a eu aussi énormément de pertes à l'arrière. Il y a certains historiens qui chiffrent jusqu'à 30% des pertes qui se sont faites à l'arrière, c'est-à-dire blessures, évidemment. Donc, tu t'es pris un obus qui t'a arraché la jambe, bon, t'y restes. Mais aussi les pneumonies, toutes les maladies, je dirais, respiratoires, évidemment, qui ont pas mal décimé les troupes qui venaient d'Afrique. Donc, évidemment, c'est difficile de comparer. Ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce stade avec le niveau d'études qu'on a, c'est que si on compare la situation des tirailleurs, qui étaient la plupart du temps des fantassins, aux fantassins de l'armée métropolitaine, c'est-à-dire aux gens aussi qui étaient sur le front et pas au total de l'armée, parce que si on compare au total de l'armée, c'est pas représentatif, mais aux fantassins de l'armée métropolitaine, en fait, il y a exactement la même chose. Ce qui veut dire que la paysannerie française, hein, qui constituait l'armée métropolitaine de fantassins, et j'ai envie de dire la paysannerie, mais on le verra plus tard, mais voilà, enfin, les Africains engagés, ils ont payé à peu près le même prix du sang, hein, c'est-à-dire que sur le champ de bataille, il n'y avait pas de différence d'utilisation, à part la compétence, et donc c'est 20% un homme sur 5 hein, qui serait resté, ce qui est gigantesque. Et donc pour l'auteur, hein, globalement, cette chair à canon noir, hein, comme on pourrait le dire, en gros, hein, cette mise en première ligne systématique, machin, ça relève plus de la légende que de la réalité historique. Donc si on doit parler du recrutement, et ça c'est un des tabous hein, qui est levé par ce livre, on voit bien, d'ailleurs la première chose à dire, c'est que déjà le recrutement, il est réalisé la plupart du temps hein, par les autorités coloniales évidemment, et les notables africains, hein, pour le périmètre africain. Et il n'est pas réalisé de la même manière partout. Par exemple, il a évolué au fil du temps. C'est-à-dire que par exemple, dans le bureau de recrutement de la République de Djibouti, là on a un portrait complet de l'itinéraire d'un engagé tirailleur. Et donc ça alimente bien, ça explique bien comment ça se passait dans la République de Djibouti. Donc c'était que des engagements volontaires, évidemment.
Et au moment de la mobilisation en 14, où là, il y avait besoin de faire un effort, notamment parce que les troupes blanches sur place ont été rapatriées en métropole, et donc il y a eu un manque, il y avait un manque de personnes, et donc eux, il y avait les campagnes déjà qui se passaient en Afrique, même si elles n'ont pas duré très longtemps, hein, contre les colonies allemandes, mais il y avait aussi besoin de muscler pour éviter l'instabilité, et donc il y a eu là des fois des rafles et de la contrainte. Ça arrivait ponctuellement. Mais globalement, euh, c'est plutôt des engagés auxquels on a le droit, hein, je le disais précédemment. Et les gens s'engageaient pour différentes raisons. Par exemple, donc là, dans la République de Djibouti, c'était beaucoup des pasteurs qui s'engagent parce que c'était un moyen comment dire, de se constituer une dot pour le mariage, parce que tu étais bien payé quand même par rapport au niveau économique de l'époque. Et donc, bah ouais, c'était une question sociale qui les poussait à s'engager. Il y en a d'autres dans la République des quatre communes, là, donc Russifisque, Gorée, Saint-Louis et Dakar, dans l'Afrique orientale française, hein, dans cette partie de la colonie. Eux, ils avaient le statut de citoyen français, les mecs. Donc, quand en 14, il y a eu la mobilisation, ils n'étaient pas soumis à la conscription, mais il y a quand même 5000 mecs qui sont engagés par devoir patriotique, on dirait, entre guillemets. Même pas entre guillemets d'ailleurs. Voilà. Donc, il y avait aussi, à travers cet engagement, il y avait aussi une logique assimilatrice. Hein, qui fait que, par exemple, dans certains endroits, bah, la conscription, là, comme je le mentionnais dans les quatre communes, n'a pas été mal accueillie non plus quand elle a été demandée ensuite pour soutenir l'effort de guerre. Voilà, il y en a plein, ils se sont dit, bah non, ouais, c'est normal, on y va. Euh, Globalement, il y a la conscription, c'est aussi, dans certains endroits, une revendication des vieilles colonies, parce que ça fait partie du projet assimilationniste. Hein, voilà. Et c'est un moyen de défendre la citoyenneté en colonie. Parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le message, quand Jules Ferry il nous dit ouais, les civilisations supérieures doivent éduquer les civilisations inférieures, derrière, il y a cette idée que la France va s'étendre, mais la France métropolitaine va s'étendre en colonie, et le niveau métropolitain va s'étendre, hein, au niveau des colonies. Et ça, c'est quelque chose qui était réclamé par les colonies, parce qu'ils le voyaient d'un bon oeil. Alors, il n'y avait pas que des bons côtés, c'est sûr, mais il y avait aussi des bons côtés là-dedans. Et il y a des gens qui, en tout cas, voyaient leur intérêt là-dedans. Et donc, il y a le député Diagne dont j'ai parlé précédemment. Hein, lui, par exemple, le recrutement du soldat, il va en faire une espèce d'étendard pour revendiquer l'égalité citoyenne entre colonies et métropole. Alors la qualité des troupes coloniales, parce que là aussi il y a beaucoup de choses, hein, on entend dire est-ce que c'était des troupes de choc, maniant le coupe-coupe d'une manière incroyable, ça c'est un peu d'ailleurs le discours du général Mangin, classé à l'extrême droite mais qui réclamait ses Sénégalais pour faire l'attaque au front sur Verdun, ou alors est-ce que c'était aussi des troupes indisciplinées, fragiles, hein, maniées avec précaution. Il y a deux images qui cohabitent avant la guerre, donc c'est aussi ça qui faisait qu'il y avait un débat autour de l'utilisation et de la constitution de cette force noire par exemple, mais aussi pendant la guerre. Euh, Ce double discours sur la qualité des troupes coloniales, en fait, il correspond beaucoup, selon les auteurs, à des rivalités corporatives vis-à-vis de l'utilisation qu'ils en ont faite. Voilà. Ce qu'on peut dire de manière sûre, c'est qu'il n'y a pas eu de directive d'emploi qui n'a été transmise, pas même par Mangin. En fait, ce qui signifie que personne n'a théorisé l'emploi, hein, des troupes coloniales pendant la Grande Guerre. Il n'y a pas un discours qui s'est imposé par rapport à l'autre. La qualité des hommes, en fait, comme toujours, et notamment dans ces cas-là, et on pourrait encore extrapoler encore aujourd'hui quand on voit le conflit en Ukraine, en fait, elle est relative à l'expérience. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que la formation des tirailleurs, elle s'est améliorée pendant le conflit. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on on les a fait vite venir au début, donc avec des gens qui avaient plus ou moins d'expérience, qui avaient eu des campagnes qui avaient été faites en Afrique. Donc, il y en a qui étaient chevronnés, d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Et en fait, à la fin, quand on a quand on a fait augmenter, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé de, je sais plus, 40 000 ou 30 000 à 160 000 mecs mobilisés. Bon, bah, dans cet effort, en fait, on les a beaucoup mieux formés et on les a mis au front quand on les a déployés au dernier moment avant les combats. Aussi à cause des conditions de vie, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les conditions de vie étaient dures pour eux, notamment pendant l'hiver. Donc, globalement, le discours sur la fragilité des troupes de tirailleurs, il va baisser au fil de la guerre, et les éloges sur leur qualité, il va augmenter. Mais c'est pas ni dû aux qualités intrinsèques guerrières, voilà, au principe de race guerrière, machin, là, qu'il y en a dont Mangin d'ailleurs, qui ont théorisé, et pas le seul, parce que on va le voir après, mais dans d'autres pays, ça a été beaucoup plus théorisé que chez nous.
mais ça a été théorisé aussi en France par Mangin. C'est par rapport à ça, c'est comme d'habitude par rapport à l'expérience. Et donc, la mise ou pas en première ligne était en lien, en fait, avec, comme toujours, la qualité des gens. C'est-à-dire que les militaires, bon, ils sont, voilà, c'est pragmatique, un militaire. Quand il est sur le champ de bataille, il n'est pas en train de se dire est-ce que j'ai envoyé de la chair à canon. Non, les ressources, elles sont rares, elles sont compliquées, elles sont difficiles à trouver. La Grande Guerre, ça a été un truc qui a bouleversé tout, on peut dire, de A à Z. Ça a été un événement mondial incroyable et malheureusement dramatique. Et à l'intérieur de ça, on n'a pas spécialement comment dire, pu voir quelque chose de spécifique qui est sorti. Il y a des troupes coloniales, elles étaient bonnes, d'autres elles étaient moins bonnes, des fois ça se débandait, des fois ça tenait, des fois il y en a qui étaient héroïques, des fois il y en a qui n'étaient pas héroïques. Bon bah voilà, exactement comme pour les Blancs, les Européens, j'ai envie de dire, et d'ailleurs quelle que soit leur nationalité, des Italiens, des Français, c'est la même chose, des Anglais, des Allemands, voilà, c'est pareil. Il y avait des bonnes troupes, des mauvaises troupes, ça, voilà. Donc cette qualité spécifique en fait des troupes coloniales ou cette faiblesse spécifique des troupes coloniales n'est pas historiquement, à ce stade en tout cas des études et à travers ce livre qu'on peut lire, n'est pas historiquement prouvé. Si on doit aborder un des points les plus intéressants de ce livre, c'est le modèle français qui est mis en avant dans cet ouvrage à travers tous les historiens qui sont là, qui nous racontent. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous, il faut savoir que dès 1915, on va pratiquer un truc qui s'appelle l'amalgame, à savoir des régiments mixtes entre troupes coloniales métropolitaines et troupes indigènes. Par exemple, quand on fait un bataillon, on va faire 3 compagnies blanches et une compagnie noire. Et cette pratique va être largement utilisée. Ce qui est intéressant de noter, et on va y revenir un petit peu après, c'est que les troupes noires américaines qui vont nous être prêtées par les États-Unis pour combattre les Allemands, on va les gérer de la même manière. C'est-à-dire que le mélange des races, voilà, cette espèce d'égalité républicaine entre officiers africains et métropolitains, elle va y être. Hein. Entre cette manière de voir les choses, de mettre tout le monde, le soldat noir et blanc à côté, africain, mais noir américain, et français paysan à côté, il va exister, il va être largement utilisé en France. Et c'est sûrement de là d'ailleurs que vient cette fraternité entre les poilus africains et français. Dans l'armée française, par exemple, les officiers, déjà il y en avait, mais les officiers africains et métropolitains, ils ont les mêmes droits et les mêmes prérogatives qui est issu de la loi du 19 mai 1834. À cette époque-là, la France, jusqu'en 14-18, hein, c'est un cas unique dans le monde. Il n'y a aucune autre armée, aucun autre pays qui pratique ce genre d'égalité de droit entre des blancs et des noirs. Voilà. Évidemment, pour nous, la ségrégation, c'est perçu comme une bizarrerie. Ça, c'est clair. Et ça date d'avant, hein, ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'avant. Si on fait un peu d'histoire, et ça c'est rappelé dans le bouquin, nous, il existe une citoyenneté coloniale dès 1794, hein, dès la suite de la Révolution, les premières colonies, tac. Voilà. Ce modèle républicain, il distingue la France des autres nations, hein, ça c'est clair. Et nous, notre premier député noir, fils d'esclaves, c'est en Guadeloupe, hein, en 1898. Égésipé Légitimus. Hein. Donc c'est pour dire, le premier député noir sénégalais au Sénégal, hein, c'est 1914. Et ils avaient un député du Sénégal dès 1833. Et on pourrait parler de Gaston Monnerville, hein, qui un jour sera sûrement un des portraits que je vais dresser, qui représente très bien ça. Alors c'est sûr que par rapport au modèle anglo-saxon, il y a un gros écart. Ça c'est clair et net. Les Américains, eux, l'état-major américain, ils envoient des soldats noirs, ils voient comment on les gère. T'as des mecs qui sont consternés, quoi. Ils disent, comment ça, vous ségréguez pas les noirs? Tu dis, bah non, on ségrègue pas les noirs. Et ils vont même, ça va aller loin, parce qu'ils vont même y voir un possible trouble pour l'ordre social américain, qui est basé à cette époque-là, hein, sur une ségrégation forte. Et cette non-ségrégation, en France, va être la source d'un choc culturel extrêmement violent avec les Américains qui vont débarquer. Hein. Donc... déjà, bon, les mecs, comme d'habitude, ils se croient chez eux partout. Donc, la police militaire américaine, elle va, comme ça, en cherchant les déserteurs, elle va rentrer chez les gens, machin. Ils arrivent en caisse et tout. Ils tirent en l'air quand il y a des problèmes. Et voilà, bon, ils sont violents. Ils sont gangsters. Ils commettent des vols à main armée. Voilà, les mecs, c'est des ricains moyens débiles des années 20. Et ils vont être condescendants avec nos paysans à nous, qui ont de bon sens paysans millénaires.
Donc la cohabitation entre Français de couleur, donc les Antillais par exemple, ou ceux qui ont été francisés, mais les Antillais par exemple, qu'on va ramener aussi faire la guerre, et l'Américain blanc, ça va poser problème, parce que l'Américain blanc, quand t'es noir, t'es en dessous, sauf que nous, un Français antillais, il est français des fois depuis, là en 14, ils sont français depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans des fois, même s'il n'y a pas eu tout le temps le statut de citoyen et tout, mais ce que je veux dire c'est que, voilà, il y a des gens qui viennent des Antilles, ça fait 400 ans qu'ils sont dans le giron de la France. Donc, tu vas pas leur dire, t'es pas français ou que sais-je. Tu vois, et puis en plus, un ricain moyen là, qui a l'air complètement con quand toi t'étais à l'école et tout, tu vois, il dit, donc ça va même parfois créer des émeutes anti-américaines. Et ça ira jusqu'à des morts à certains égards. Donc, il y a eu un choc violent avec le modèle anglo-saxon. Et c'est pas le seul point sur lequel il y a eu un choc violent. Il y a eu aussi une vision, hein, tout à l'heure j'en parlais, comment s'appelle le concept de race guerrière. Et en France, bon, c'est un concept, j'en parlais, qui a été même mis en avant par Mangin, mais qui était plus en fait pour promouvoir l'utilisation de la force noire, parce que lui, il y voyait un intérêt militaire, mais c'est pas un concept qui s'est imposé. On s'est jamais dit, on va prendre spécialement, je sais pas, je dis une connerie, mais des guerriers Maasai, hein, même si c'est pas chez nous, mais voilà, je dis une connerie, pour pouvoir faire la guerre, parce que nanana, militaire, truc, muche. Alors que en Angleterre, là par contre c'est très différent, ils font les bataillons en fonction de tribus d'origine. Et en fait ils militarisent l'identité. Donc l'approche anglaise, notamment, là c'est plus en Asie, notamment l'approche anglaise notamment, elle est d'essayer de substituer ta tribu à l'armée. Alors que nous en France on est plus sur une motivation d'obtention d'égalité citoyenne pour motiver les gens à venir combattre avec nous. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, que notre modèle à nous, encore une fois, il est particulier, il est unique. D'ailleurs, au monde, à ce moment-là, il n'y a que nous qui faisons ça. Il n'y a que nous qui faisons une promotion d'officiers indigènes avec les mêmes droits que les officiers métropolitains. Il n'y a que en France où les gens, les premiers Antillais qui vont passer, devant la foule à Paris pour le défilé, ils vont être acclamés par la foule. Voilà. Qu'il y a une vraie solidarité entre poilus et j'ai envie de dire tirailleurs poilus. Hein. Voilà, tout ça c'est unique. Et on peut le dire, c'est une certaine fierté française. Donc pour compléter, la loi elle prévoit que la moitié des postes de lieutenant et sous-lieutenant soient réservés à des indigènes dans les bataillons de tirailleurs. Ils ont les mêmes soldes que les métropolitains. Voilà, juste à grade égal, c'est le métropolitain qui assure le commandement, mais en même temps, ça correspond aussi à une meilleure formation. Ça, faut aussi pas l'oublier. Même si ils suivent un parcours de formation identique aux Européens. Voilà. Les veuves bénéficient des pensions de réversion s'il y a décès. Et la carrière des officiers africains se distingue peu de celle des cadres subalternes métropolitains. Voilà. Globalement, la République, elle administre indifféremment les dossiers des officiers noirs ou blancs. Voilà. Donc évidemment, on retrouve du racisme, des préjugés, mais globalement, c'est rare. Il y a l'égalité républicaine, mais j'ai envie de dire, pas que républicaine, mais il y a l'égalité entre officiers africains et métropolitains. On a vu qu'il y a une égalité de traitement au front. Voilà, donc on est sur autre chose, on est sur une façon très différente de voir le monde. Et je tenais à le rappeler ici, parce que ça aussi, c'est un tabou. Voilà, on essaie toujours de nous faire passer pour des racistes, alors que les faits historiques montrent l'inverse. Un des sujets qui est traité dans le livre, c'est également la dissimulation, comme on pourrait le dire, au niveau de l'éducation nationale et du rôle qu'on occulterait des tirailleurs sur les théâtres d'opération. Alors, il y a deux choses qui sont à rappeler. Et donc, c'est deux chapitres qui sont, voilà, c'est la mémoire scolaire. La première chose à dire, c'est que au niveau de la Première Guerre mondiale, ce qui n'est pas le cas de la Deuxième, mais au niveau de la Première Guerre mondiale, le rôle des tirailleurs, il est vraiment minime. Il y a quelques faits d'armes, on l'a dit, sur Verdun, ils ont fait quelques coups d'éclat, quelques je dirais, faits d'armes importants. Il y en a un qui, c'est par exemple, c'est la bataille de, comment elle s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, ceux qui veulent aller googler, je pense que vous trouverez un truc, Dobro-Polje, bataille au front d'Orient, donc, où ils se sont illustrés, il y a eu les campagnes du Cameroun, tout ça, mais globalement, voilà, le rôle des tirailleurs pendant la Première Guerre mondiale, il est faible. Donc, dire qu'on n'a pas voulu, qu'on veut pas en parler, machin et tout, qu'on cache
Sur la Première Guerre mondiale, c'est pas vrai. Ça, il n'y a pas de tabou réel. Tout simplement, c'est que déjà, il n'y a pas y a pas d'impact réel. Ensuite, on va rappeler que quand même, au fil du temps, étant donné que l'histoire avance, la Première Guerre mondiale, c'est aussi un élément, et puis qu'il y a eu la deuxième derrière, donc c'est aussi un élément dans les livres scolaires qui a tout simplement disparu. Et là, il donne ouais, il y a une compression, donc là, il nous le montre bien. Il nous dit par exemple, ils prennent un ouvrage scolaire du cours moyen en 1921. La Première Guerre mondiale, c'est 17 pages avec 24 000 signes hein, pour les textes. En 97, donc voilà, 80 ans après, c'est 6 pages et 2700 signes. Ça a été divisé par 10, hein, le nombre de textes. Et les pages, c'est divisé par 3, et en fait, on fout des images. Et c'est pareil si on prend les manuels pour les lycées. Donc, savoir s'il y a une volonté d'occulter, ou si c'est par nécessité des programmes, franchement, les historiens là et les mecs qui parlent, c'est difficile à dire. Il y a, on peut le dire peut-être, un problème de traitement de la Première Guerre mondiale au global. Alors évidemment, entre deux guerres, il va y avoir un peu, hein, il y aura un peu d'occultation quand même. Ils vont dire oui là il y avait de la place dans les manuels et puis on n'en parle pas beaucoup. Mais bon en même temps, comme je le rappelle, mais leur action elle est à la marge. Donc on n'allait pas non plus monter au pinacle les troupes de tirailleurs alors qu'elles ont eu un impact faible sur le déroulement des opérations. Alors dans cette étude aussi, l'auteur nous parle en fait de l'impact de la mode et de je dirais, du discours, du débat public, hein, comme on a envie de le dire. Et il nous dit voilà, après 68, on est au pic hein, de l'antinationalisme, et donc là, il va y avoir un peu un changement où on va commencer à retrouver de plus en plus hein, de la présence des tirailleurs dans les programmes. Donc en fait, mais plus dans le même sens, plus au sens militaire, mais au sens d'approche victimaire. C'est-à-dire que voilà, la victime, c'est le soldat, et puis après ça va être le civil, et puis enfin ça va être le colonisé, et enfin le colonisé soldat, hein, qui est entre guillemets la masse finale, hein, la victime finale en fait hein, de la guerre, c'est-à-dire celui qui a été colonisé et en plus on en a fait un soldat. Donc à partir de 2007 par exemple, on va tout le temps parler, ça va être dans tous les ouvrages scolaires, il va y avoir un passage sur les tirailleurs et tout, malgré le fait que, ce que je disais, malgré leur faible impact hein, sur le conflit. Et l'auteur de cette partie-là note que Indigène a fait 3 millions d'entrées, et c'était en 2006. Et c'est aussi en 2006 que Chirac et le monument des musulmans, des monuments aux morts, par contre musulmans morts pour la France, a été inauguré. Donc pour l'auteur, en fait, ce qu'il constate, c'est que les manuels scolaires, en fait, ils donnent une mémoire à la fois sociale et scientifique. Cette mémoire, elle est sensible aux effets de mode et à la réflexion académique, les deux. Et bon, sur le fond, c'est pas vraiment condamnable selon lui, puisque le manuel scolaire, il est là pour former, il est là pour donner le goût hein, d'aller plus loin, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire ici sur cette chaîne. Mais il y voit quand même deux problèmes. Hein. C'est que, premièrement, il y a une course à la victimisation. Et donc là, c'est un livre qui est sorti, je sais pas si je l'ai précisé, si je l'ai dit, mais en 2018. Et donc on était, voilà, c'est pas très très vieux, et c'est vrai que cette course à la victimisation, Dieu sait qu'elle existe, et elle est de pire en pire. Donc en ce qui concerne la Première Guerre mondiale, c'était la masse de soldats qui a vécu la guerre, ensuite les civils, ensuite les femmes, ensuite les colonisés, et dernièrement, là, ce qui fait l'actu de la Première Guerre mondiale, on va en parler à travers le génocide arménien. Et ça, c'est vrai qu'il s'est vu d'un mauvais œil, parce qu'en fait, ça tend à communautariser la mémoire. Et lui, parce que c'est tous des professeurs la plupart, lui en tout cas celui qui parle c'en est un, ça va rendre difficile l'enseignement, puisque vous voyez ça que par le petit bout de la lorgnette. Le second problème qui voit ça, c'est le spectre de la propagande d'État. Et en fait, on voit bien comment on met dans la Première Guerre mondiale les ingrédients de la seconde, hein, comme par exemple le totalitarisme. En fait, ce qui dénonce, c'est qu'il y a une espèce de débordement, de glissement de la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'événement le plus important récemment, et le plus important même du XXe siècle, mais qui va glisser, et on va plaquer ce qu'on pense de la Deuxième Guerre mondiale sur la Première, alors que c'est deux choses totalement différentes et que la chronologie est inverse. Et donc c'est normal que en fait, c'est la Seconde Guerre mondiale, en fait, elle vient de la Première, entre guillemets, si on doit réfléchir, et pas l'inverse. Et c'est ça qui malheureusement est en train de polluer l'enseignement, et qui rend difficile les choses, et qui sont des risques, voilà, sur cette façon de présenter. Si on doit se lancer dans un commentaire, premièrement, c'est un livre qui est intéressant, c'est un livre qui est solide,
Il y a une vingtaine d'historiens là-dedans, donc ça rigole pas, c'est pas du blabla. Beaucoup d'études, c'est international, il y a même un Africain et un Américain qui sont là, qui participent. Le, ce qu'on peut dire, c'est que c'est c'est un sujet qui, à travers ce livre, se rend compte qu'en fait, l'idée qu'on est en train de s'en faire, et notamment ce que je venais de dire sur l'éducation, là, le glissement de la première à de la seconde guerre mondiale à la première, mais aussi le glissement, là ils en parlent pas dans le livre, mais qui est très prégnant aujourd'hui comment dire, de la situation américaine vers la situation française, ça permet de le démystifier totalement. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je voulais le mettre sur les tabous de l'histoire. Non, en France, on n'a pas mis les Africains en première ligne spécialement. C'est pas vrai. Non, en France, on a mixé. Enfin, oui, en France, pardon, on a mixé les compagnies. On était les seuls à faire ça. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc, encore une fois, c'est important de lire. Non, il n'y a pas eu un taux de mortalité supérieur. Voilà. D'ailleurs, ce qui a beaucoup tué les Africains, par exemple, qui sont venus combattre en France, c'est les maladies pulmonaires. Voilà. Jusqu'à 30% pour certains bataillons. Donc, encore une fois, c'est très important. C'est un livre qui permet de démystifier certaines choses et de rappeler qu'il y a un modèle français, qu'il y a une égalité républicaine, mais que cette égalité républicaine, on ne va pas traiter de la révolution ici maintenant tout de suite, mais elle vient d'avant. Il y a cette vision universaliste qui a toujours été une vision française, hein, qui est même la genèse de la France en tant que nation. Et ce livre, en fait, il est vraiment symptomatique et il prend symboliquement le cas de l'utilisation des troupes coloniales dans la Grande Guerre pour le montrer et l'exposer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête et qui est on peut le dire, qui est une fierté française. Si on doit se risquer à un second commentaire après la lecture de ce livre, je pense que c'est un livre qui laisse le sentiment à sa lecture, qui donne un beau panorama de la complexité politique et du débat public qu'il pouvait y avoir autour de l'épopée coloniale à cette époque. Donc là, on le voit à travers le prisme des troupes coloniales, ceux qui étaient pour la Constitution, ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui voulaient que ça reste en Afrique ou en Asie et pas venir sur le sol européen, ceux qui voulaient que ce soit fait sur le sol européen. Enfin, il y a voilà, ceux qui cherchaient l'égalité citoyenne à travers la conscription, à travers l'engagement militaire, toutes ces promesses-là qui ont été, entre guillemets, pas faites officiellement, mais sous-entendues et qui ne seront pas réalisées par la suite. On sent bien, à travers ce livre, cette complexité-là qui tourne autour de la fin du 19e, début 20e, dans le contexte d'une militarisation générale et d'une épopée coloniale en concurrence avec d'autres pays, donc l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, les Allemands, et j'en passe d'autres, peut-être. Je ne les ai pas tous en tête. Et ça montre bien aussi cette complexité politique qui est transposée dans les colonies où les gens, ils voient l'engagement militaire comment dire, comme un progrès financier, social, comme une certaine reconnaissance. Il y a la citoyenneté au bout. Enfin, il y a aussi ce désir-là. Et tout ça mis bout à bout, c'est assez intéressant et ça montre la complexité de l'époque. Ça montre la complexité des débats de l'époque, de la situation spécifique, puisque c'est quand même quelque chose qui est une parenthèse dans l'histoire, l'épopée coloniale, même si on a quelques colonies dans les siècles d'avant et tout, mais je veux dire, là, ça a des proportions qui n'ont rien à voir. Donc, tout ça, la rencontre aussi entre des gens qui sont encore à des cultures traditionnelles, mais j'allais dire archaïques, c'est pas vraiment archaïque, mais qui sont à des cultures un peu basiques, moins complexes, moins sophistiquées que les cultures que les cultures européennes qui vont venir entre guillemets les coloniser, enfin même pas entre guillemets, qui vont venir les coloniser. Et ce choc-là, ce rapport-là, il est aussi exprimé dans le livre et c'est intéressant de voir comment c'est perçu et de voir qu'il n'y a pas que des mauvais côtés, il n'y a pas que des bons côtés évidemment, mais que c'est un échange aussi. Et ce livre-là laisse ce sentiment-là et ça donne envie, pour être aussi très clair, ça donne envie de lire d'autres bouquins là-dessus, sur cette période-là, qui je pense est extrêmement intéressante et qui explique à mon avis pas mal de choses qui se sont déroulées après pendant le XXe siècle, ça c'est certain, mais qui même aujourd'hui persistent encore. Et
Et l'utilisation des troupes coloniales, c'est un moyen de voir ça et de découvrir cette complexité euh, qui est présente hein, dans le débat. On en reste là. On était le 28 avril 2023. On en reste là. On n'a pas tout raconté. Il y avait plein de choses d'autres à raconter dans ce livre, mais comme à chaque fois, on essaie de faire tenir les vidéos en un temps correct, c'est-à-dire inférieur à 1 heure. Et là, on est à peu près à 45 minutes. Donc, on est dans les clous. Hein. C'est à peu près l'objectif maintenant, c'est 45 minutes. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Vous laissez pas entourlouper par les tabous de l'histoire, dans quelque sens qu'il soit. Hein, qu'on ait interdit d'en parler ou que ce soit des stéréotypes, hein, toujours. Voilà, on est là pour mieux comprendre et pas se laisser enfermer. Je vous embrasse, à bientôt.